get to you like I wanna make you mine. I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. I'm just trying to get to you like I wanna make you mine. Yeah, I'm just spending all my thoughts on you like I need you now. Mary Jane, please love me. Hello et bonjour de 2025. Très bonne année à vous et tous mes vœux, tout ce que vous désirez pour cette nouvelle année. Voilà, nous nous retrouvons pour parler de lecture dans cette vidéo. Voilà, je tenais quand même à vous remercier pour cette participation que vous avez faite à mes vlogmas. Voilà, c'est quelque chose que j'ai aimé beaucoup faire, même si à certains moments c'était un petit peu beaucoup, enfin ça s'est accéléré et j'avais du mal à tenir la cadence en conjuguant un petit peu tout et la fatigue de fin d'année avec tout ce qui pouvait se multiplier. Néanmoins, j'ai quand même beaucoup lu en cette fin d'année et en ce début d'année, donc je tenais à venir vous partager ça. Je me suis accordé une vraie pause pour Noël et jusqu'à un petit peu après le premier de l'an. Voilà, et j'ai un petit peu continué dans ma lancée, même si la semaine dernière avec la reprise la lecture c'est quand même voilà un petit peu délité et j'ai quand même moins lu, mais je tiens quand même à garder un rythme de lecture un petit peu effréné dans un certain sens, parce que je me rends compte que cela me permet d'être équilibrée et quand j'acquiers un rythme de lecture un petit peu plus poussé, je vais bien, même si je dois subir des aléas dans ma vie de tous les jours, et surtout donc ce stress professionnel, cette incertitude professionnelle voilà qui m'incombe maintenant depuis des mots MAUX que j'ai beaucoup de mal à gérer, on va dire surtout ces derniers mois de l'année 2024. Rien n'a changé et je me rends compte que je prends beaucoup plus de recul avec beaucoup plus de mise à distance en me plongeant dans des lectures diverses et dans des mondes et des personnages variés. Voilà, ça me permet aussi de... Voilà, mais pour ça, il faut que je fasse cet exercice régulièrement, quotidiennement. Si je commence à m'interrompre sur plusieurs jours, le stress en fait même va m'empêcher de revenir à la lecture. Je vais perdre cette appétence pour le livre, alors que j'en ai besoin et que quand j'y suis bien. Voilà, je vais lire que quelques lignes, quelques pages, alors qu'il me faut plusieurs pages par jour. Voilà, il me faut une centaine de pages par jour pour vraiment me sentir bien. Et je sais que ce temps-là,
je peux me l'accorder. Tout est une question d'organisation. Voilà, autre chose aussi, ne pas me bloquer avec un livre sur lequel je vais buter un petit peu et je ne vais pas avancer parce que soit je commence à m'essouffler dans l'histoire, soit c'est un livre un petit peu plus ardu et je suis plus fatiguée, donc je vais tendance à peiner dans ma lecture. Donc dans ces moments-là, pensez à prendre quelque chose de plus accessible, voire prendre un graphique, prendre un roman illustré. Voilà, chose que j'ai faite en cette fin de semaine où vous allez voir dans la présentation que je vais vous faire, je suis dans la lecture d'un gros pavé et là avec la reprise professionnelle, je lisais 20-30 pages et 20-30 pages sur un roman de 1000 pages, c'est pas entraînant. C'est décourageant. Donc ce week-end j'ai rattaché les wagons de la lecture avec du graphique, de l'illustré pour partir sur un auteur doudou, un auteur classique mais doudou. Voilà, j'ai attrapé le livre et puis au final je l'ai presque terminé. Je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Voilà, et je voulais aussi en quelques mots donc vous parler de comment je vois la lecture pour cette année. Donc je la vois, la lecture, de partie intégrante de ma vie, comme c'est depuis longtemps maintenant. Et voilà, et j'ai envie quand même de me balader un petit peu plus, même si j'ai des lectures très éclectiques de par leur genre. Je lis aussi un petit peu de tout, du 19e, du 20e, du très contemporain, mais j'ai envie de me balader un petit peu plus à travers les siècles. Je me rends compte que avant le 19e, le 18e, le 17e, tout ce qui est de la littérature du Moyen-Âge, je n'y vais que très très peu. J'ai peu de connaissances et j'ai envie quand même d'augmenter ces lectures-là. Donc je vais y aller. Autre chose aussi, de fait de mes finances, je ne vais pas pouvoir me permettre d'acheter autant de livres que ce que je le souhaiterais. Donc je vais beaucoup lire les livres que j'ai actuellement, et c'est très bien parce que j'en ai on va dire une petite centaine. Donc je peux aussi piocher dans les bibliothèques de mes filles qui sont aussi fournies avec de la littérature classique voilà, qu'elles ont eu pour leurs études, ou jeunesse, de l'imaginaire. Voilà, bon, il y a des choses sur lesquelles j'irai peu ou voire pas. Tout ce qui est de l'ordre de la romance, c'est pas du tout mon créneau. On échange sur cette thématique là ensemble, mais je m'y plonge pas, soyons honnêtes. Voilà, et puis bon, de temps en temps je m'accorderai quand même un achat littéraire en privilégiant l'occasion. C'est toujours moins onéreux. Voilà. Dernière chose dont je voulais parler pour ces lectures à venir sur l'année, c'est que alors je ne fais pas de carnet lecture parce que je suis incapable de tenir
de tenir un engagement sur toute une année, sur un carnet. Pour moi, c'est trop contraignant, c'est trop fastidieux. J'ai absolument d'autres choses à faire que de répertorier mes lectures sur un carnet. Par contre, je note toutes mes lectures sur mon téléphone. Jusque-là, je l'ai noté avec par mois, dans l'ordre de lecture faite avec le titre et l'auteur. Et cette année, j'ai rajouté donc en début, donc si la thématique, en fait le genre, si c'était un roman classique, si c'était un roman philosophique, si c'était un illustré, si c'était un graphique, enfin voilà, pour me donner un ordre d'idée de ce que je lisais le plus, le moins, enfin me situer par rapport à ça. Je note aussi le pays et le continent, de la provenance de l'auteur qui a écrit l'œuvre. Ceci aussi dans un souci en fait de voir où est-ce que je peux aller en littérature géographiquement, ça m'intéresse. Je me rends compte que je reste pas en France, que je ne reste pas en Europe, que je me promène quand même. Donc voilà, c'est intéressant. Et je note l'année de parution, de première édition de l'œuvre. Ceci pour me permettre de me repérer donc dans la temporalité, donc dans cette idée de naviguer dans les siècles. Voilà pour cette petite introduction de 2025. J'enchaîne tout de suite avec les livres lus dans les derniers jours de 2024 et les premiers livres lus en 2025. Donc je vais les prendre un petit peu comme ils viennent. Donc le premier livre, c'est mon premier livre lu en 2025. Il s'agit, je vous le montre, voilà, de 11% de Maren Uto. Il est sorti en août 2024 à la rentrée littéraire donc de l'année dernière. C'est un roman dystopique, féministe. Alors ce livre, je l'avais commencé en 2024. J'en avais lu 38 pages. Il faisait partie de mon fil rouge des Vlogmas, si vous avez suivi et que vous vous souvenez. J'avais eu beaucoup de mal à rentrer dedans. J'y suis retournée. Avec un petit peu d'appréhension en me disant que il y avait de fortes chances que ça n'allait pas le faire. Et je me suis trompée. Ce roman est une petite pépite. Donc oui, il faut passer le cap des premières pages parce que en fait, il est construit de telle sorte qu'on va nous présenter plusieurs personnages féminins. Donc, ils sont notés à la fin. Donc, on va commencer avec le personnage de Médée. On va suivre avec le personnage de Wicca, puis celui de Steele, puis celui d'Ève. Et on revient pour conclure cette œuvre, ce titre, avec le personnage de Médée. Tous ces personnages féminins sont imbriqués les uns dans les autres et font l'histoire. C'est un roman de femmes. Voilà, sous fond dystopique. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment cet emmêlement d'histoires féminines, d'imbriqués. Un petit peu, ça m'a fait penser dans la même schématique, alors totalement différent de La Tresse. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous avez aussi une adaptation cinématographique. Mais ça m'a fait beaucoup penser à ça. Alors, pas du tout la même histoire, mais dans sa construction.
Voilà, donc pour vous résumer un petit peu l'histoire, on va être dans un futur dystopique où les hommes ne sont réduits que à de la génétique. Comme le titre l'indique, ils ne sont plus que 11%. Ils ne vivent plus en liberté, ils sont dans des centres, ils sont réduits à une condition animale. On a très peu de considération pour eux. Intellectuellement, ils ne sont pas élevés et les 11% restants sont sélectionnés uniquement pour la reproduction de l'espèce humaine. Voilà, c'est le postulat, de départ, mais ça va bien au-delà de ça. C'est un roman qui vraiment est à lire et à découvrir. J'ai lu ensuite Si les enfants votaient, plaidoyer pour une politique de l'enfance de Lies Loufoque. Je vous montre. Il est ici sur la couverture. Donc cet auteur en fait a été élevé, est un enfant de la DAS. Donc cet essai, c'est un essai pour les droits de l'enfant. Alors avec un regard vraiment très spécifique pour les enfants qui sont en foyer et les enfants qui sont en accueil de famille. Voilà, ces enfants qui sont accueillis par des assistants familiaux. Ça dénonce beaucoup de choses. Ça met l'accent sur vraiment les droits, les besoins de l'enfant. Pourquoi l'enfant n'est-il pas plus écouté? Enfin, c'est un essai incroyable. J'ai commencé par souligner, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai commencé par souligner juste ponctuellement quelques petites choses qui me parlaient, qui me venaient me titiller à l'oreille. La parole, ce serait trop de pouvoir pour un enfant. Voilà, j'ai commencé simplement par souligner le sachant, le mot, le sachant, c'est qui le sachant? C'est l'adulte. Attention, enfin voilà, à revoir, c'est pas parce qu'on est adulte que l'on sait absolument tout. L'enfant nous apprend aussi beaucoup. Oui, on est le repère de l'enfant, mais attention, on ne peut pas s'octroyer tous les droits de fait que nous sommes l'adulte et le sachant. Voilà, donc j'ai commencé par lire. Et puis j'ai fini par annoter beaucoup, annoter aussi mes réflexions personnelles. Il y a marqué, donc à chaque fin de chapitre, en fait, l'auteur fait des propositions par rapport à ce qui a été dit précédemment, fait des propositions de lois, de règles, de choses qui seraient à changer, à discuter. Donc, et dans cette première proposition, il met recueillir l'avis du mineur. Et moi, je mets et qu'il soit entendu. Recueillir ne suffit pas. Voilà, la parole de l'enfant est bien souvent minimisée. Quelque chose aussi que je ne savais pas, c'est que il n'y a pas de code de déontologie pour les travailleurs sociaux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas surveillés, chapeautés, comme par exemple pour les médecins.
ils font des bêtises, il y a de la maltraitance, mais il n'y a pas de code déontologique pour dénoncer tout ça. Je trouve cela un petit peu effarant. Voilà, des choses que j'ai notées. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc ça, c'est une réflexion que je me suis fait moi. Voilà, j'ai vraiment noté beaucoup de choses dans cet essai. Il est extrêmement riche. Il va venir donner des éléments chiffrés, mais pas que, hein. Il y a vraiment plein de réflexions, de bon sens et plein de mise en lumière d'incohérence de ce qui se passe. Alors là, on met l'accent sur l'enfant mineur, donc le mineur qui est accueilli en foyer ou bien en famille d'accueil. Mais honnêtement, cela peut être rapporté à n'importe quel enfant, enfant en famille classique. Voilà, donc j'ai annoté, j'ai vraiment annoté ce livre. Donc voilà, c'est un livre que j'ai, voilà, je l'ai vraiment annoté. Là, par exemple, on revient sur le mot autorité, l'autorité parentale, pour laisser place plutôt à la responsabilité parentale. Voilà, et moi j'ai marqué, donc de ma réflexion personnelle, j'ai mis le mot autorité connote une relation de pouvoir, puissance sur l'enfant, d'ascendant, de supériorité, faire autorité, imposer sa loi. Voilà, plutôt que de la responsabilité. On pose la question sur pourquoi les enfants qui sont placés en famille d'accueil, les parents maltraitants, des fois avec une maltraitance qui est insupportable, que l'on ne peut pas tolérer envers l'enfant. Pourquoi ce parent-là garde l'autorité parentale alors qu'il n'est pas capable, il n'est pas responsable, il n'arrive pas à s'occuper de son enfant correctement. Voilà, tout ce regard sur... On lui retire la garde, l'accueil de son enfant, mais on lui laisse l'autorité parentale. Ça pose quand même de grosses questions. Donc ce livre, voilà, ce livre se lit très rapidement, hein. C'est un essai qui fait un petit peu moins de 200 pages, que j'ai trouvé en neuf, mais en deuxième main. Voilà, du déstockage. Donc c'est chez HarperCollins. Donc si les enfants votaient, plaidoyer pour une politique de l'enfance, de Lies Loufoque, coécrit avec Sophie Blandinière. Voilà, si vous le trouvez et que le sujet vous intéresse, allez-y. Alors, j'ai ensuite lu un cadeau de ma fille aînée pour Noël, un petit bonbon Julia et le requin. Voilà. Alors, magnifique. Je vous montre un petit roman jeunesse illustré. On va être avec Julia et ses deux parents qui vont partir lors d'un été sur un phare. Le papa pour réparer le phare et la maman pour faire des recherches sur les baleines et les requins, et Julia dans tout ça qui va naviguer dans sa vie
d'enfants au milieu de parents qui ont aussi leurs failles, voilà, dont on va suivre la maman qui a une maladie. Donc sans vous spoiler, je vais vous dire la thématique. Donc là, on va parler de bipolarité. On ne le sait pas vraiment au début du roman, mais je trouve important de vous le souligner pour si c'est un sujet qui vous intéresse ou qui vous freine. Voilà, c'est absolument très bien fait, c'est doudou, c'est très beau, c'est poétique. Voilà, il y a une mise en page des fois comme avec le texte comme ceci. Donc on a vraiment quelque chose qualitatif, tant autant du texte que du dessin, du graphisme, enfin du côté éditorial du livre. Ça reste un livre jeunesse, donc le sujet n'est pas fouillé comme dans un livre adulte, mais ça n'en reste pas moins très qualitatif, autant pour les jeunes que pour les adultes. J'ai beaucoup aimé ce roman et je remercie ma fille de me l'avoir fait découvrir. J'ai ensuite repris et terminé un autre livre de mon fil rouge que je vous avais présenté dans ma présentation des Vlogmas, le roman de Jeanne et Nathan. Donc Jeanne et Nathan qui vont être tous deux addicts à la cocaïne. Voilà, par des biais différents et dont leur vie va, leur chemin de vie va se croiser. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Là aussi, il y a une forme, voilà, il y a des formes. On va suivre, dans un premier temps, on va suivre alternativement Jeanne et Nathan jusqu'à ce que leur vie va se croiser. Voilà, on a un petit peu un texte à un certain moment hybride avec du dialogue particulier. Voilà, je vous en dis pas plus. J'ai beaucoup aimé suivre ces deux personnages parce que vraiment il va y avoir en fait un avant, un pendant et un après. Maintenant, je peux pas vous dévoiler la fin, mais la fin m'a laissé quand même un petit peu sur le bord de la route. J'avais pas du tout envisagé cette fin-là. Et oui, elle m'a laissé assise. Bon, j'étais en train de lire de ce roman, donc j'étais assise. Voilà. À la rigueur, j'aurais préféré ne pas savoir la fin qui est une fin ouverte. Mais là, c'est un peu une fin abrupte que je vous laisse découvrir si ce roman vous intéresse. Il est publié chez Actes Sud. Et la couverture est très jolie. Voilà pour ce roman-là. On va enchaîner avec les graphiques que j'ai lus, graphiques illustrés que j'ai lus ce week-end avec un livre, un roman graphique, Le Voyageur. Alors, Le Voyageur, on va suivre un personnage sur 3 siècles, dans des temporalités
contemporaine et puis vraiment dans le futur, dans un futur un peu apocalyptique. Et ce voyageur qui ne meurt jamais. Voilà, à chaque temporalité, on va avoir une couleur différente. Donc là, voilà, on a la première, la deuxième. Voilà, je vous en montre une autre. Voilà, j'ai beaucoup aimé le graphisme. Les couleurs employées, on suit ce personnage donc le voyageur. Pourquoi? Parce qu'il est souvent pris en stop. En fait, il voyage et il essaye de comprendre pourquoi il ne meurt pas. Pourquoi ça lui arrive à lui et pas aux autres. Donc voilà, il est un petit peu dans un épuisement. Il essaye de comprendre, il va rencontrer divers personnages. Je vous montre un petit peu plus de graphisme. Voilà, c'est un livre que j'ai trouvé en ce début d'année en occasion. Il était soldé à moins 80%, donc je l'ai eu pour vraiment pas très cher et j'ai dit que j'allais découvrir cette histoire, ce que j'ai fait. Voilà, je vous lis la 4e de couverture pour que ça vous parle peut-être un petit peu plus. En perpétuel mouvement, le voyageur parcourt en autostop l'immensité des États-Unis en quête de l'origine de son mal étrange et apparemment incurable, l'immortalité. Au gré de ses rencontres progressant d'un siècle à l'autre, il observe les changements du monde qui l'entoure et qui court selon toute vraisemblablement, inexorablement, à sa perte. Voilà. J'ai ensuite lu un illustré sur la ville de Pau, que j'avais acheté il y a maintenant quelques mois. Ville de Pau que j'ai découvert tout au long de l'année 2024 un petit peu plus, car comme j'avais des rendez-vous médicaux qui se sont un petit peu accélérés dans cette ville, j'ai pu m'y arrêter. Donc j'y suis retournée voilà, avec voilà, et c'est extrêmement bien fait. Donc c'est une personne qui s'installe à Pau sans connaître la ville et qui va la croquer. Croquis, hein, voilà, et qui va arpenter les routes de Pau, les chemins de Pau, dans un sens, dans un autre, et qui va en même temps nous raconter la vie un petit peu de cette ville, en y mettant ses dessins. Voilà, donc j'ai reconnu beaucoup d'endroits dans lesquels je me suis promenée. Elle appuie sur le fait de lever la tête quand on se promène, de regarder l'architecture de la ville. Elle nous montre, voilà, un petit peu les mélanges de cette architecture contemporaine et plus ancienne, où des fois sur la même maison on va avoir par exemple 2 fenêtres de 1930 et puis quelque chose de plus du 19e avec à côté un bâtiment beaucoup plus contemporain des années 60.
J'ai trouvé que c'était très bien fait. Et alors, autre chose aussi, elle joue avec les couleurs. C'est-à-dire qu'elle va mettre l'accent, elle va coloriser son dessin sur ce qu'elle veut nous montrer, ce qu'elle veut nous appuyer de son propos après qu'elle met en texte. Elle met pas tout son dessin en couleur. Voilà, je vous montre. Et j'ai trouvé que vraiment c'était très bien fait. Voilà, rien à dire de plus. Dernier livre lu, c'était une relecture. C'est un roman philosophique que j'avais déjà lu et que j'ai trouvé en boîte à livres, en illustré. Magnifique, vraiment magnifique. Alors par exemple là, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais on a des pages de calque où l'oiseau, en fait, donc on est sur un goéland, vous voyez. C'est vraiment très beau. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. On est sur le titre Jonathan Livingston Le Goéland de Richard Bach. C'est un livre que j'avais déjà lu en tant que jeune adulte. C'est un livre initiatique, philosophique, qui amène à dépasser les pensées limitantes. C'est extrêmement beau. On suit Jonathan Livingston, un goéland qui veut essayer de comprendre le vol, l'apprentissage du vol. Pourquoi ces goélands se contentent simplement de survoler et les ports et de prendre les poissons qui sont rejetés par les pêcheurs, les petits bouts de pain, et pourquoi ils ne vont pas essayer d'apprendre à voler un petit peu plus loin pour trouver de la nourriture de meilleure qualité. On va être sur l'exclusion du clan quand on ne respecte pas les règles, quand on n'est pas comme les autres. Voilà, enfin, et pas que, hein, ça va bien au-delà de ça. Je vous invite à découvrir ce roman. C'est une petite pépite au même titre que l'histoire de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Voilà, c'est deux romans philosophiques que j'apprécie beaucoup. C'est une relecture que je relirai encore et encore parce que voilà, il y a différents degrés, grilles de lecture selon l'âge, la période à laquelle vous allez lire ce roman. Je vous le conseille fortement. C'est un court texte ici en roman illustré. Il fait moins de 90 pages. C'est allez, une heure de lecture, un petit peu plus si vous prenez le temps, si vous vous arrêtez sur les illustrations. Mais regardez-moi ça, Est-ce que vous n'avez pas vous aussi envie d'apprendre à voler? On est d'accord. J'en ai fini avec toutes ces lectures. Je vais terminer avec les lectures en cours, dont ma lecture commencée hier et que je vais terminer aujourd'hui avec un auteur doudou du 19e siècle. C'est Une vie de Maupassant. Voilà. Il me reste moins de 100 pages. Je reviendrai vous en parler. J'ai des choses à dire. On en reparlera. Voilà. Un livre
une trilogie que j'ai reprise. Donc j'avais lu Le problème à trois corps de Liu Cixin, que j'avais beaucoup aimé. Même si je vous avoue que le premier tome, donc là on va être sur vraiment de la dystopie. C'est difficile à résumer. On est en Chine. Alors ça commence dans les années 60, la temporalité alterne entre les années 60 et les années 80. Le premier tome, on est vraiment sous fond historique, avec beaucoup de science et on va dire comment je pourrais noter, enfin, tout ce qui est de l'ordre de la mathématique, voilà, des codes mathématiques. Donc on peut peut-être être un petit peu perdu dans le premier tome, mais vraiment il faut dépasser cela, aller voir plus loin, accepter de ne pas tout comprendre, parce que après les liens se font. Il faut pas s'arrêter en fait à juste un théorème mathématique dont on n'aurait pas les clés, parce que in fine tout s'emboîte et on finit par comprendre. Et le lien avec l'histoire, les personnages se fait. Donc ce premier tome est assez introductif, il est lourd, on peut un petit peu peiner, mais moi je l'ai quand même lu assez rapidement. Il fait 500 pages, donc il est très court par rapport au suivant, puisque j'avais commencé le deuxième tome, La forêt sombre, que j'ai repris et que j'ai terminé en cette fin d'année. Donc voilà, on va laisser les théorèmes mathématiques, on va laisser, bien sûr on est toujours dans la science, parce que c'est un petit peu la ligne de conduite, le fil rouge de ces livres-là, mais on rentre beaucoup plus dans l'histoire, et c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Et donc j'ai bien entendu donc commencé le troisième tome avec La mort immortelle. Voilà, et j'ai lu un peu plus de 200 pages. Je l'ai mis en pause, voilà, je l'ai lu la semaine dernière, et c'est ce roman dont je vous parlais. Alors, même si c'est très accessible, voilà, vraiment le premier tome demande à s'accrocher, le deuxième tome un petit peu moins, et le troisième tome, en fait, on est dedans, on est dans l'histoire, donc ça va être quand même relativement plus accessible. Ça n'en reste pas moins une lecture qui est quand même assez exigeante, de par le contexte, l'histoire et le nombre de pages. Voilà. Donc je l'ai mis un petit peu en pause, ce que je vous ai expliqué en début de cette vidéo. J'ai pris du graphique, je me suis lancée dans cette lecture classique, avec Une vie de Maupassant, qui pour moi est doudou. Voilà, c'est Maupassant, je le lis comme un contemporain. C'est pour moi très très accessible, et la lecture du 19e, je connais, j'y ai mes repères, donc voilà, c'est accessible pour moi.
Voilà, hormis quelques textes, comme par exemple 1793 de Victor Hugo, où j'ai un petit peu plus peiné. Mais sinon, voilà, j'y vais avec une certaine facilité. Ben voilà, je vais en rester ici pour cette vidéo. Je pense que je reviendrai rapidement vous voir parce que j'ai encore des choses à vous dire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.